design et commande publique. Mais comment fait-on pour mettre en œuvre une telle démarche dans les établissements? Dans ce podcast, à travers des exemples concrets, on essaiera de déminer les freins, de trouver les leviers, de comprendre ce qui marche ou ne marche pas pour arriver à mettre en place une telle démarche dans la commande publique. Une émission avec Sophie Ricard, qui est architecte, urbaniste à Emo, Marie Anquez, maire adjointe à l'île Saint-Denis, Stéphane Rodier, maire de Thiers, et Martine Marchand-Prochasson, chef de projet lycée à la ville de Bagneux. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet avec nos invités, une introduction proposée par Ariane Epstein et Sidi Swalmi. Ariane Epstein, responsable du pôle design à la direction interministérielle de la transformation publique, qui propose ce podcast dans le cadre du mois de l'innovation publique, et Sidi Swalmi, responsable de la cellule bâti scolaire pour le ministère de l'Éducation nationale. Bonjour à tous, merci Emmanuel. Nous sommes avant tout ravis de vous accueillir aujourd'hui au sein de la mission innovation de la direction interministérielle de la transformation publique et pour parler d'un sujet qui nous tient effectivement très à cœur. Nous, notre mission, c'est vraiment de concevoir et d'améliorer des services publics, des politiques publiques en intégrant les usagers, les agents, dans la conception pour être au plus proche des besoins, pour vraiment avoir au cœur de se rapprocher des utilisateurs et des usagers et de se poser vraiment la question de la maîtrise d'usage. Une compréhension fine des usages et des besoins, des envies, des attentes qui permettent vraiment d'adapter en utilisant les méthodologies du design, de l'assistance à maîtrise d'usage dont on va parler tout à l'heure. Et en effet, la construction, la rénovation des bâtiments scolaires, en l'occurrence, au-delà de l'espace physique, c'est un exemple archétypal. Il incarne à la fois cet espace qui est un outil du quotidien pour les agents et les élèves, et c'est aussi, il porte le programme pédagogique et de politique publique d'éducation nationale. Et à ce titre, l'exposition Travaux d'école, donc qui porte cela, nous semble vraiment doublement exemplaire parce que elle met en lumière à la fois des méthodes et à la fois des réalisations. Et en ce sens-là, elle préfigure un effort d'essaimage de ces réalisations et de systématisation de la méthode utilisée et aussi de valorisation du recours à ces méthodes. Et c'est vraiment ça que nous, on cherche à promouvoir et à apporter ici à la DITP. Et donc, en partageant des exemples, pour que chacun puisse finalement inspirer l'autre, on cherche à aider les administrations à s'autoriser, à prendre le risque de l'expérimentation à l'échelle locale. Ce sont des sujets complexes et c'est un métier, c'est aussi notre rôle que d'inspirer, de montrer comment, en réunissant les bonnes compétences pour réussir des projets, en convoquant ces métiers du design et d'assistance à la maîtrise d'usage, on peut porter ce type de projet dans ce contexte public. Nous, à la DITP, on porte ces démarches à différentes échelles, dans les projets auprès de tous les ministères, pour essayer de essaimer, continuer à promouvoir. Et là, aujourd'hui, ce qui nous anime vraiment, c'est que cette démarche fasse école, au sens propre, et à l'éducation nationale et au-delà. Et donc, pour porter ça, je vais passer maintenant la parole à Sidi Swalmi, qui est responsable de la cellule bâti scolaire, et qui va nous en dire deux mots aussi. Bonjour à tous. Donc je suis Sidi Swalmi au ministère de l'Éducation nationale. Merci Ariane et merci plus globalement d'ailleurs à la direction interministérielle de la transformation publique de nous permettre de parler d'école cet après-midi. Donc je voulais moi simplement rappeler que l'école, avec un majuscule, les écoles, les collèges, les lycées sont 63 000 lieux en France qui accueille chaque jour 12 millions d'élèves et 1 million de personnel. Ce sont donc des lieux qui sont régis par des textes juridiques qui font notamment une répartition de compétences entre l'État et les collectivités territoriales, avec, pour schématiser, la politique éducative à la charge de l'État et la question des bâtiments à la charge des collectivités territoriales. Sauf que la réalité est un peu plus complexe que cela. Vous avez à la fois les collectivités territoriales qui ont leur propre politique éducative, qu'elles déclinent à travers ce qu'elles proposent à leurs habitants, que ce soit d'ailleurs dans le cadre
périscolaire, extrascolaire à l'intention des enfants, mais aussi ce qu'elles peuvent proposer à l'attention des adultes qui va mobiliser ces lieux, donc ces écoles, ces collèges et ces lycées. Vous avez également des personnels des collectivités territoriales qui concourent assez grandement à l'éducation, à la politique éducative. On pense notamment aux ATSEM en maternelle. Et de l'autre côté, vous avez l'éducation nationale qui ne peut pas non plus se désintéresser complètement des questions de bâtiment, parce que c'est d'abord le lieu d'exercice et les conditions de travail d'1 million de ces personnels. Et c'est aussi un lieu qui va déterminer grandement les pratiques pédagogiques. Et donc, tout cela invite à un dialogue permanent entre l'éducation nationale et les collectivités territoriales, en mettant au cœur de la réflexion et au cœur des projets les usagers, en faisant finalement disparaître les délimitations pour les usagers. Donc voilà, chaque projet doit traiter, nous pensons, cette complexité. Et contrairement à ce que peut-être a souvent fait l'État, quand c'est complexe, on va rajouter de la norme, l'approche que nous avons retenue est tout à fait différente, à la fois dans la forme de notre travail que nous menons en ce moment sur la question du bâti scolaire au ministère, en associant grandement les usagers à travers une grande concertation publique pour laquelle nous avons eu plus de 200 000 contributions, à travers l'exposition travaux d'école que nous avons accueillis, que nous avons présenté à toute une série d'acteurs pour les sensibiliser à cette question des usagers, à travers des ateliers participatifs qui ont été conduits. Tout ça pour proposer des ressources qui vont vraiment se focaliser sur la question des usages et qui vont inviter, inciter les maîtres d'ouvrage, mais aussi les services de l'éducation nationale, de s'emparer des projets pour les nourrir les nourrir sur cette question très précise des usages. Donc voilà, pour faire tout ce travail, nous nous alimentons de projets concrets et réels. Et donc je suis impatient de prendre connaissance des projets dont vous allez nous parler cet après-midi pour poursuivre cette réflexion. Design et commande publique, une émission avec Sophie Ricard, architecte, urbaniste, chargée de mission à la Preuve par 7, Marie Anquès, maire adjointe à l'île Saint-Denis, Stéphane Rodier, maire de Thiers, et Martine Marchand-Prochasson, chef de projet lycée à la ville de Bagneux. Avec l'exposition Travaux d'école, nous pensons qu'il n'y a pas une seule manière de faire, qu'il n'y a pas une seule méthode à proprement parler, mais des expériences qui permettent de faire émerger des points de méthodologie. Les difficultés sont multiples et elles surgissent dans toutes les phases du projet. Nous ne pourrons pas, dans l'heure qui suit, faire le tour des difficultés. Cependant, nous avons identifié quelques difficultés. Et l'une d'entre elles est celle des différences qu'il existe entre les cultures professionnelles lorsqu'on s'engage dans une telle démarche. La démarche design dans la commande publique, c'est nécessairement accepter la mobilité du projet. C'est de passer du programme qui dessine un trajet à suivre jusqu'au bout du projet, c'est passer de cette façon de faire à une autre dimension qui consiste à faire confiance au chemin qui fait advenir le projet. Les chemins, ce sont des apprentissages nécessairement, et chaque projet instruit pour le projet suivant. Et c'est l'idée de l'exposition Travaux d'école, et c'est l'idée de ces émissions qui sont à chaque fois de partir de l'exemple. Une des grandes difficultés, évidemment, c'est de transmettre ce désir de démarche design pour faire en sorte qu'elle ne reste pas dans les mains de ceux qui sont à l'initiative de ce désir, mais qu'elle soit, une telle démarche, qu'elle soit appropriée par l'ensemble des acteurs. Et c'est un souci pour faire en sorte que ce projet devienne un commun. Car si cette démarche design est pertinente, c'est qu'elle fait advenir un commun. De sorte que lorsque l'on construit une école ou que l'on rénove une école, c'est bien une école qui va voir le jour. Mais c'est l'école de chaque enseignant, de chaque élève,
de l'ensemble du personnel, de la collectivité. Et ainsi, chacun à son endroit peut dire « c'est bien mon école ». Aussi, nous demanderons à nos invités, Marie Anquez, Stéphane Rodier, Martine Marchand-Prochasson, qu'ils nous racontent en guise d'introduction et de présentation le projet dans lequel il et elle sont engagés, le rôle qu'il et elle jouent à l'intérieur du projet, et puis eh bien, les difficultés, les freins qu'ils et elles ont rencontrés et les leviers qu'ils et elles ont trouvés pour dépasser les freins rencontrés. Et nous commençons ce tour de table avec Stéphane Rodier, qui est maire de Thiers. Alors, je suis, comme vous l'avez rappelé, maire de Thiers, maire d'une ville qui a connu quelques difficultés sociales. C'est une ville industrielle qui a connu une paupérisation assez marquée dans les années 90 et 2000. Et nous avons des quartiers politiques de la ville, 2 quartiers politiques de la ville, 8 groupes scolaires, dont 6 groupes sont en REP, en réseau d'éducation prioritaire. Donc la volonté qui était celle de mon équipe, qui venons d'accéder aux responsabilités lors des dernières élections, c'est de faire en sorte que ce que l'on appelle un peu, d'une manière un peu hautaine, la volonté républicaine de l'égalité des chances, qui est très peu réelle sur le terrain, puisse être accomplie dans les actes. Très clairement, nous portons une volonté marquée en termes social, et une commune comme la mienne, avec des écoles où on avait un turnover de parfois 20% et qui peut monter jusqu'à 1/3 des élèves, précisément parce qu'on a sur certains quartiers des difficultés sociales où des familles vont s'installer pendant 2-3 ans, partir avec des problèmes sociaux non résolus, avec des problèmes urbains qui s'ajoutent à ces problèmes sociaux, et du coup des problèmes scolaires assez notables. Et on peut dire que la situation pour ces élèves, pour la plupart des élèves, c'est une reproduction sociale des inégalités. Et donc, ce que l'on veut, c'est rompre avec la société comme verdict, comme aurait dit Didier Ribon. Et la volonté de la mairie, ça a été, au travers d'un projet au départ simplement de rénovation d'école, d'avoir une réflexion beaucoup plus large dans l'école, autour de l'école, projet à la fois scolaire, avec les espaces qui peuvent porter justement un programme de rénovation pédagogique autour des écoles, puisqu'on est aussi dans un programme cœur de ville, donc s'interroger d'un terme dans une vision urbaine, et puis porter aussi une vision sociale, puisque quand on parle des enfants, on parle aussi des parents. Et donc l'accompagnement des difficultés sociales au travers de projets comme le centre social qui a émergé sur Thiers, et surtout de territoires zéro chômage de longue durée, fait partie pour nous d'une priorité. Et peut-être Stéphane, à l'intérieur de cette volonté, concrètement, où en êtes-vous dans la phase? Alors nous, on en est au tout début. On vient d'être élu il y a 1 an. On a rencontré des gens qui viennent de Seine-Saint-Denis, donc c'est un grand plaisir d'être à côté de la maire adjointe de l'île Saint-Denis, parce qu'en fait c'est un peu ce qui nous unit, c'est qu'on a aussi des acteurs communs qui nous accompagnent et sur lesquels on peut penser s'appuyer pour faire en sorte que le projet émerge complètement. Vous êtes dans une phase d'évaluation, de diagnostic d'une certaine manière, et ce diagnostic se fait avec un collectif, je crois, d'architectes. Exactement. Ouais. Exactement. Alors des diagnostics, il y en a énormément sur un territoire, sur la Seine-Saint-Denis. On est à peu près sur des territoires qui sont ressemblants. Et c'est pas le diagnostic en lui-même qui pose problème, parce que le diagnostic, il est connu de tous. C'est quelle solution on trouve en commun en associant justement, nous on a une volonté politique, mais une volonté politique n'est pas suffisante si on veut transformer profondément la société. Il faut que les acteurs puissent participer, mais d'une manière profonde, au projet qui les
concerne directement beaucoup plus que nous, d'une certaine manière. Moi, je ne suis plus élève, je n'ai pas d'enfant, donc c'est pas moi qui vais porter ce projet dans l'école, mais le corps enseignant, les parents, les élèves et surtout aussi toutes les techniciens de la ville de Thiers, qu'ils soient ATSEM ou le service technique qui a des interventions dans les écoles. Donc c'est ce travail entre d'un côté l'éducation nationale, on va dire des services qui appartiennent à une mairie et on va dire l'ensemble des citoyens et en particulier des enfants qui participent à cette école, qui est pour nous important de porter. Martine Marchand-Prochasson, donc chef de projet lycée à la ville de Bagneux. Alors peut-être un peu plus rapidement que Stéphane, le projet, votre rôle dans le projet, la phase du projet et peut-être quelques obstacles ou pas déjà rencontrés. Bon, déjà Bagneux, c'est un territoire un peu comme les vôtres. C'est une ville populaire du sud des Hauts-de-Seine, 41 000 habitants. Et puis on le sous-entendait tout à l'heure, mais souvent le nouveau naît de la contrainte. Et bien le projet, il est né d'une anomalie. Bagneux n'a pas de lycée d'enseignement général. La première délibération des élus de Bagneux pour en avoir un date de 1957. Et donc, il y a eu une mobilisation en 2016 sur la ville qui promeut beaucoup la participation des habitants. Et il y a eu une campagne avec 3000 signatures, au point que finalement la région Île-de-France a accepté de mettre le lycée de Bagneux dans son plan d'investissement pluriannuel 2017-2027. Et ça, c'était une première victoire. Mais chat échaudé craint l'eau froide. Comment, dans la fin des années 80, le lycée de Bagneux avait déjà été dans le PPI de la région et en était sorti sans avoir été construit. Voilà, il y a eu l'idée de faire plus et de faire vivre le temps entre le moment où la région a dit oui, dans un futur plus ou moins proche, je vais vous construire un lycée, et le moment où il va réellement advenir. Donc, je vais faire court sur le fait qu'il y a eu, au travers de la création d'une école de cirque sur la ville, une rencontre entre Patrick Bouchain, Loïc Julienne et son atelier Construire qui ont construit donc cette école de cirque, et une rencontre humaine entre la maire et les élus de Bagneux et Patrick Bouchain qui a conduit en 2018 à l'idée de faire le lycée avant le lycée. Donc, moi, je suis la chef de projet pour la ville, mais en fait, l'expérimentation, c'est de faire lycée avant le lycée. Et la caractéristique du projet, c'est d'être partenarial. Donc, il y a 3 acteurs. Il y a la preuve par 7, la démarche de la preuve par 7 qu'a menée Patrick Bouchain. Il y a la ville de Bagneux. Et il y a l'association Le Plus Petit Cirque du Monde, qui fait donc vivre l'école de cirque sur la ville. Bagneux est une ville en grande évolution. On accueille 2 métros le prolongement de la ligne 4, c'est au mois de janvier là. Et puis dans 4-5 ans, la ligne 15. Il y a des projets urbains d'ampleur. Et dans ces projets urbains d'ampleur, il y a un site de 16 hectares qui était occupé par Thomson Thales depuis les années 50, qui était vendu en 2012. Et dans les échanges, au moment du rachat par un fonds d'investissement français, dans les échanges entre le nouveau propriétaire et les élus de Bagneux, il y a eu l'idée qu'1 hectare de ce terrain serait consacré à l'assise du terrain du lycée, puisque c'est une exigence de la région que ce terrain lui soit donné gratuitement. Donc ça fait partie des choses qui sont posées. Et les nouveaux propriétaires de cette partie du terrain, parce qu'LBO l'a vendu à BNPPI, donc le banquier, sa branche promotion immobilière, construit évidemment de très nombreux logements, mais c'est aussi associé à la démarche en participant financièrement, au moins pendant 6 ans, à la vie de l'éphémère sur ce site. Ce qui a permis finalement que donc, les 3 acteurs dont je vous parlais ont chacun un permanent. Donc le lycée avant le lycée vit à travers un jeune architecte de la preuve par 7, une chargée de coordination des actions culturelles du Plus Petit Cirque du Monde, et moi-même, la chef de projet lycée pour la ville. Alors là, on en est sur l'acquis du projet, mais il y a évidemment des difficultés. Et donc, notamment, ces difficultés, c'est comment les 2 grosses institutions que sont l'éducation nationale, le rectorat, et la région d'autre part, qui ont l'habitude de faire leur affaire ensemble,
sans doute en ayant eux-mêmes des contradictions, mais en tout cas ne font pas vraiment avec le territoire. Voilà, comment vont-ils accepter que ce territoire vienne se mêler un peu de l'affaire? Et pour le moment, c'est pas gagné. Voilà. Donc, mon rôle dans cette affaire, d'abord, ça marque l'intérêt de la ville pour le projet, d'avoir mis une salariée, plutôt en fin de carrière, investie. Je suis dans le collectif direction de la ville. J'étais anciennement directrice de la citoyenneté, mais je ne fais que, entre guillemets, le projet du lycée. Alors évidemment, je fais partie de l'équipe. On est une équipe qui s'est construite petit à petit, qui est vraiment, je dirais, j'ai eu à le définir récemment, c'est pour ça que je l'ai en tête, où je dirais, on est dans la transparence, on est dans la transversalité, dans le partage pour une synergie constructive. C'est vraiment une caractéristique, Sophie qui nous connaît un peu peut en témoigner. Ça se construit tous les jours, c'est pas sans contradiction, mais ça se construit et on travaille bien ensemble. Et puis évidemment, j'ai quelques missions liées au fait que je suis de la ville et qu'il y a des projets de délibération, il y a des conventions, il y a des contrats, des choses comme ça. Bon, il y a un peu de boulot administratif dont je me charge, mais bon, ça c'est vraiment à la marge, quoi. On reviendra sur ce rôle de la permanence, hein, parce que je crois que c'est important et qu'au fond, la question que vous soulevez, c'est de savoir à quel moment l'éducation nationale peut aussi proposer une permanence, de manière à ce que l'ensemble des acteurs aient une forme de représentant permanent dans ce lycée avant le lycée. Pour terminer ce tour de table, Marie Anquès, donc maire adjointe à l'île Saint-Denis. Donc là aussi, élément de contexte, votre projet, votre rôle dans ce projet, la phase et les obstacles. Donc, l'île Saint-Denis, c'est une petite commune fluviale de 8000 habitants qui est très riche en humanité et très pauvre en argent. Nous avons 3 groupes scolaires et un collège sur l'île, 3 groupes scolaires en REP. Une école qui a été faite il y a une quinzaine d'années, une autre école qui a été réhabilitée et agrandie sous le précédent mandat, autour d'un chantier qui a vraiment créé une crispation entre la municipalité et l'équipe pédagogique. Du coup, première leçon, il faut échanger tout le long. La question de l'articulation du bâti et de la pédagogie doit nécessairement nous rassembler, on ne peut pas se faire autrement. Et bien sûr, la place de l'usager. Et aujourd'hui, sur ce mandat, on doit absolument rénover et agrandir le dernier groupe scolaire de l'île. Effectivement, en élément de contexte, l'association ICI, qui nous rapproche avec mon petit camarade à ma gauche, et s'est créée sur l'île Saint-Denis. Et à l'époque, moi, je travaillais sur un projet de renouvellement urbain qui était au sud de l'île. Donc, je les ai rencontrés comme ça, dans le cadre professionnel. Et ils m'ont ouvert les yeux. Ils étaient très jeunes à l'époque, mais déjà, ils sont toujours très jeunes, c'est vrai, mais moins. Imaginez à l'époque. Et donc, ils se définissaient comme architectes de quartier. Et en les regardant faire, moi, j'ai appris tous les jours. Et puis, de ci, de là, paf, paf, évidemment, après, quand on rentre, quand on met le doigt dans l'usage, on n'en sort plus. Et surtout, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est l'effet sur l'équipe enseignante, qui était manifeste, et l'effet sur les enfants, même si tout ça est difficilement mesurable quand on ne se penche pas sur la question dès le début. Donc pour l'école qui nous occupe aujourd'hui, cette recherche sur l'équipe enseignante m'apparaissait très importante pour cette école. Et bien sûr, faire une école du 21e siècle, c'est-à-dire sortir de ce vieux modèle sur lequel on construit les écoles pour des questions de pédagogie et puis de questions écologiques et de climat naturellement. Donc on a dit qu'on ne disait pas pourquoi on était convaincu de la maîtrise d'usage, mais en tout cas, moi, c'était effectivement, c'est maintenant dans
dans mon ADN. Et ce qui m'intéresse le plus, je crois, dans cette démarche, c'est la recherche du compromis qu'elle incarne. Et du compromis, comme l'a dit le maire de Thiers, sur les envies, les besoins de chacun de ceux qui fréquentent l'école assidûment ou moins. Dans la réalité, nous sommes un groupe de 3 élus. J'ai souhaité qu'on soit 3 élus pour suivre ce projet. L'élu au patrimoine communal, l'élu à l'écologie et moi-même en tant qu'élu à l'éducation. Je suis depuis élue à la participation citoyenne, sans doute ceci n'allant pas sans cela. Et mes premières difficultés, alors j'ai parlé avec plein de gens, tout ça, c'était la rédaction du cahier des charges, puisqu'effectivement, cette culture de l'usage, on l'acquiert ou pas, on l'a ou pas, et c'était pas tout à fait clair chez nous. Donc je me suis retrouvée, moi, à co-rédiger ce cahier des charges, qui est naturellement mauvais, puisque ce n'est pas mon métier, sur la partie, en tout cas, maîtrise d'usage. Et puis, j'ai vu apparaître un deuxième lot, alors qu'on s'était mis d'accord, évidemment, en équipe, sur le montant dédié à la partie usage et programmation. J'ai vu apparaître un deuxième lot, et j'ai vu que le marché était publié, alors qu'il n'avait pas à l'être, et que le critère du prix était à 40%, et ça, c'est rédhibitoire. Évidemment, du coup... on a un programmiste à qui on a dû repréciser ce qu'était l'usage, quoi. Donc j'en suis là, je suis sur le chemin, et là je me sens un peu avec des cailloux sous les pieds, voire un gros rocher sur mon chemin, mais je vais trouver la dynamite qui permet de reprendre ce chemin. Et un point positif quand même, c'est que sur la toute petite mission finalement il y a eu dans cette programmation qui est en cours mais qui est presque finie, il y a eu une forte implication des parents qui sont finalement les acteurs presque les plus à la marge de l'école, mais on a au moins ça. Et maintenant, j'ai une rubrique qui s'appelle « Et maintenant », mais que je vais garder pour la suite de la discussion. Il me semble que dans cette bataille, d'une certaine manière, pour faire valoir l'usage dans le programme, il me semble que vous avez aussi souhaité recruter une personne en interne à la mairie afin qu'elle se saisisse des questions ou qu'elle fasse infuser dans la culture des différents services de la ville, qu'elle fasse infuser la dimension participative, prise en compte des usages. Eh ben ça, c'est le « et maintenant ». Effectivement, du coup, il y a un poste publié pour lequel on reçoit des candidats cette semaine même. Donc, je suis très heureuse, et effectivement, qui est de se dire, bon... C'est si compliqué, en fait, d'être dépendant, finalement, de prestataires extérieurs. J'ai dit qu'on était une commune pauvre, ça compte aussi, parce qu'on ne peut pas s'entourer comme on le souhaiterait tout le temps. Et donc, je me suis dit, eh bien, autant avoir quelqu'un en interne qui va diffuser cette culture, qui va pouvoir faire sur ce sujet comme sur d'autres... probablement plus sur d'autres, mais avec les habitants, qui va pouvoir construire des outils, les partager et adapter surtout adapter la méthode à chaque sujet, projet qui sera devant nous. Effectivement, faire en régie, diffuser une culture et échanger les pratiques. Sophie, Ricard, vous avez pris plein de notes. Je vois que vous avez rempli, noirci votre cahier. Par rapport aux témoignages des différentes personnes, il y a là, il me semble, des enjeux qui sont intéressants par exemple, comment on constitue un groupe de compétences pour tiers, ou par exemple à Bagneux, le fait qu'il manque un acteur, et je me demande s'il manque pas toujours un acteur dans un projet. Enfin, je veux dire, il pourrait toujours, on a le sentiment qu'il manque toujours quelqu'un, hein, et évidemment, il y a peut-être pas le projet idéal où tous les acteurs sont là, et que ça appartient peut-être presque à ces démarches-là, du fait de faire le constat qu'il manque toujours quelqu'un. Et c'est pour ça qu'on parle de projet inclusif, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un à inclure d'une certaine manière dans la démarche. Ou par exemple à l'île Saint-Denis sur le fait que j'ai une difficulté pour faire avancer un projet en particulier.
Au lieu de me dire je me focalise sur un projet, en recrutant une personne, je vais plutôt infuser une philosophie à l'intérieur des services pour que là, cette fois-ci, ce ne soit pas à l'échelle de un projet, mais plutôt sur l'ensemble des projets, cette démarche participative, elle infuse. Et je me dis que ça, c'est peut-être là des enjeux que vous avez aussi rencontrés, à la fois la preuve par 7 et puis dans vos différentes expériences. Oui, tout d'abord, je voudrais remercier Agathe Chiron quand même de nous avoir réunis toutes et tous autour de cette table, parce qu'on voit bien que ce mouvement, il est à l'œuvre depuis plusieurs années, et que finalement, vous deux, à la fois maire de Thiers et Lucie sur l'île Saint-Denis, vous vous êtes rencontrés par le prisme d'un collectif d'architectes ici là-haut, qui travaille autour des notions de permanence architecturale depuis maintenant plusieurs années, autour aussi d'un collectif nommé Barbara, issu justement de ces questions autour de l'ancrage territorial de l'architecte, que sur l'île Saint-Denis, nous avons eu quand même Julien Belair qui a monté le 6B et qui est un peu l'instigateur de la programmation ouverte sur un site qui n'a pas pu être démoli et qui était mis à disposition par un promoteur privé, Brémond. Donc il y a eu quelque chose du faire école, je pense, qui est à l'œuvre sur tous ces territoires qui sont rassemblés aujourd'hui. Et donc la preuve par 7, voilà. Et là aujourd'hui, c'est un dispositif qui est soutenu par nos deux ministères, donc Cohésion des territoires, Culture et Fondation de France, afin justement de révéler les expérimentations qui sont à l'œuvre et le mouvement qui est à l'œuvre aujourd'hui sur le territoire national et qui dépasse finalement peut-être l'école issue de Patrick Bouchain, qui a déjà fait essaimer, qui est en train de faire ses preuves. Et l'idée est bien aujourd'hui de créer une culture des précédents, ou en tout cas de s'outiller, de documenter ces nouvelles pratiques pour essayer d'infuser dans la commande publique. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, je suis aussi contente de vous rencontrer, monsieur le maire de Thiers, parce que je me dis qu'il y a quand même un terreau en Auvergne, puisqu'on a aussi un maire très intéressant, Jean-Pierre Buche à Périgny-Billon, qui est un sujet avec lequel on travaille avec la preuve par 7 et le collectif rural Combo, donc qui connaît aussi ici là-haut de l'île Saint-Denis. Donc on voit bien qu'aujourd'hui ça échappe cette culture, en tout cas de l'ancrage territorial de l'architecte qui se responsabilise, ou du designer qui se responsabilise, et de l'urbaniste, et qui se dit à un moment donné je ne peux plus répondre de manière uniformisée à des dispositifs de politique publique, de manière téléguidée sur des territoires dont les besoins ne seraient peut-être pas voilà ce à quoi la commande a été, pourquoi la commande a été écrite. Et donc j'ai besoin de me réemparer quelque part de la question politique de la commande, au sens comment j'accompagne les commanditaires, les opérateurs, les différents types de maîtrise d'ouvrage à pouvoir, en étant sur le à essayer en tout cas d'écrire autrement une commande, en étant sur le territoire et en étant en capacité de fédérer un certain nombre d'acteurs autour des enjeux de la fabrique de la ville. Et pour moi, la permanence architecturale, c'est un alibi pour réactiver nos démocraties locales, à côté de vous justement, et se dire que on ne doit plus être le maillon en bout de chaîne qui répond à une commande, mais on doit bien être là dès le départ à l'écriture de cette commande, et en essayant surtout de rassembler toutes les phases de conception qui ont été scindées aujourd'hui dans la fabrique du territoire, complètement scindées et expertisées, et qui empêchent justement de faire récit et de dire à la population voilà pourquoi on a fait ça, et qu'elle-même s'approprie le récit de cette fabrique de territoire pour qu'elle puisse le transmettre à d'autres, etc. Et on voit bien dans ce que vous venez de dire que l'enjeu il est là aujourd'hui, il est démocratique dans la fabrique de la ville, c'est un enjeu politique au sens sociétal. Et donc la preuve par 7 a pour but de révéler ces expérimentations qui sont à l'œuvre, de promouvoir le droit à l'expérimentation dans la commande publique, qui est très complexe, de promouvoir aussi le droit à ce qu'on appelle la programmation ouverte, la programmation en acte, c'est-à-dire ne pas partir en tête avec un programme, mais peut-être que le programme peut se faire différemment, de manière itérative, en étant sur le territoire même du sujet, tester des usages, faire des mises à l'épreuve du bâtiment par l'usage, travailler sur la réversibilité de nos patrimoines, parce qu'aujourd'hui, va falloir qu'on arrête de construire et qu'on va hériter d'un certain nombre de choses qu'on appelle le déjà là, qu'il va falloir qu'on révèle, qu'on identifie et dont surtout on tire des bénéfices, c'est-à-dire c'est une ressource qu'il va falloir dont il va falloir qu'on se réempare. Et pour qu'on s'en réempare, il faut que tous
tous ensemble, on fasse bouger nos postures et nos lignes. Tant l'élu qui effectivement doit être en capacité de reprendre des risques, et c'est compliqué pour un élu aujourd'hui de prendre du risque, mais aussi pour les techniciens qui, eux, pareil, font ceinture et bretelles. Ils vont se dire qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas dire oui à l'élu tout le temps puisque ça risque de lui retomber voilà, sur la figure s'il ne prend pas les bonnes décisions. Mais de la même manière que l'architecte et que l'urbaniste qui sont en arrière-scène et qui devraient au contraire être plus responsabilisés dans des enjeux justement d'accompagnement de projets territoriaux. Moi, ce que j'ai aimé dans ce que vous avez raconté, monsieur le maire de Thiers, c'est vous avez tout dit quand vous avez dit voilà, on parle du sujet d'une école, mais derrière, il y a tout le reste. C'est-à-dire, il y a le bâti, mais il y a aussi la pédagogie, l'enseignement. Une école, c'est un corps enseignant, c'est un corps parental, c'est un corps d'enfant, mais c'est aussi derrière, eh ben voilà, on a un projet cœur de ville. Donc, comment tout ça vient dialoguer avec le territoire? Comment il y a aussi une question économique, un dispositif qui s'appelle Territoire zéro chômeur, qui est très intéressant et qui doit être mis à disposition des territoires sur des sujets d'expérimentation si on veut que ça serve réellement à quelque chose, et surtout faire système. Et donc, le rôle de l'urbaniste et de l'architecte aujourd'hui doit changer et doit absolument vous accompagner parce que l'élu, je pense qu'il a encore, c'est la seule personne qui a encore du pouvoir. Et je pense que l'échelle de la collectivité territoriale, c'est encore une échelle où effectivement on peut s'exercer plus facilement le pouvoir. L'État, c'est plus compliqué. Et donc, il faut repartir d'expérimentations très localisées et tirer des enseignements et des leçons de ces expérimentations-là. Et c'est ce qu'on essaye de faire avec le centre de ressources de la preuve par 7. Et Stéphane, justement, par rapport à cette association avec l'association ici, comment réagissent vos services, au fond, qui ont l'habitude de, dire, ou en tout cas apporter des propositions de résolution de problèmes? Comment ils réagissent le fait qu'il y ait des architectes qui proposent de s'associer à l'élaboration des solutions? Sur la partie, l'apport des architectes, ça pose relativement peu de problèmes. Mais par contre, on n'a pas au sein de la collectivité de Thiers de culture de la participation. On n'a pas de politique participative. On vient juste de lancer justement les feux sur d'autres sujets. Les comités participatifs, vous aviez parlé tout à l'heure d'usage des communs, parce qu'en fait, c'est aussi un commun qu'on est en train de créer au travers de l'école. On a d'autres communs en voie sur l'eau, bien commun, enfin des choses de ce type. Et très clairement, il faut associer beaucoup plus la population. Mais là où je mets un bémol, c'est que très souvent, la démocratie participative, c'est un cache-sexe pour simplement mettre ensemble un certain nombre de personnes, les faire parler, et puis au bout du compte, on fait comme d'habitude. Moi, la volonté que je porte, qui est compliquée, et je me donne aussi le droit d'échouer, au moins dans un premier temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'est comme les théorèmes, on essaye de le résoudre et on n'y arrive pas. Mais il faut toujours donner à l'idée le réel dont elle a besoin. Donc, d'une certaine manière, on sait que les populations que l'on veut toucher sont celles qui se sentent le moins légitimes pour prendre la parole. Quartier politique de la ville, des familles qui vont rester 2-3 ans, qu'on ne voit pas, qui sont des invisibles dans une ville petite, 12 000 habitants, et malgré cela, on les voit pas, ni dans les bars, ni dans les espaces publics. Donc ça veut dire comment atteindre ces personnes un peu plus facilement qu'on ne le fait actuellement. Parce que sinon, et on le voit sur le quartier politique du centre ancien, où on a deux types de populations. On a des populations très en difficulté, et puis on va avoir des classes moyennes supérieures, qui sont, elles, totalement légitimes à prendre la parole. Et dès lors qu'on a mis en place un conseil citoyen, lors de la précédente mandature, le conseil citoyen était trusté par une catégorie sociale particulière. Et donc, d'une certaine manière, la démocratie participative est encore pire que la démocratie représentative, parce que elle va mettre en avant les désirs de certaines classes sociales au détriment de celles que l'on aimerait au contraire pousser, précisément parce qu'elles sont très peu représentées au sein des conseils municipaux. On sait que les conseils municipaux, c'est plutôt les classes moyennes. Alors il y a parfois quelques personnes venant des couches populaires, mais c'est rarement le cas. Donc il y a un travail qui est de très long terme. Moi, je ne pense pas qu'on change les choses
du jour au lendemain sur ce genre de sujet. C'est un droit à l'erreur et un droit aussi de retour et de se dire, ben, voilà, là on a échoué. Comment on fait pour avancer de nouveau et faire en sorte qu'on puisse accéder à l'idée d'égalité réelle. Martine, j'ai le sentiment que la question de la permanence, c'est une manière de répondre, par exemple, à ce problème de comment faire pour croiser de nouvelles personnes, c'est-à-dire faire en sorte que ce groupe ne soit pas uniquement les groupes classiques, comme vient de le dire Stéphane, qui viennent truster d'une certaine manière la participation, mais comment faire pour rencontrer ceux qu'on rencontre pas à travers des réunions, comment faire pour s'adresser à des personnes qu'on ne va pas rencontrer à travers de la communication classique institutionnelle, et que j'ai l'impression que la question de la permanence, elle permet cela, elle permet de rencontrer des personnes qu'on ne rencontrerait pas via des formes plus classiques et institutionnelles. En théorie, oui, mais ça se construit et ça n'est pas facile. Et on sort d'une période extrêmement compliquée avec le confinement. Donc voilà, on est une équipe depuis février 2020. Et donc, mi-mars 2020, confinement. Et donc, là, on est vraiment en train de sortir, on va dire, en espérant qu'on ne doive pas à nouveau se renfermer. On ouvre le terrain du lycée tous les mercredis après-midi. On commence à avoir effectivement des personnes qu'on ne verrait pas autrement, notamment au travers des enfants qui viennent sur le lieu et avec lesquels on fait des activités. Mais c'est encore naissant, c'est encore petit. Je dirais plutôt que ce qui est intéressant dans la permanence et dans les 3 acteurs qui travaillent ensemble, monde associatif, monde de l'urbanisme et de l'architecture et une collectivité, c'est comme 3 mondes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Et c'est plutôt à travers la réflexion et les contradictions qu'on essaye de résoudre dans nos différents points de vue que on peut prendre le chemin. On a par exemple un débat sur un des enjeux, c'est qu'il y ait le plus grand nombre d'habitants possible sur la ville, qui soient au courant du projet du lycée et qui s'en emparent et qui y participent. Pour la ville, le plus grand nombre possible est vraiment un enjeu, pour la ville, les élus. Pour la permanence architecturale ouverte, l'important c'est la co-construction. Et finalement, s'il y a 3 personnes ou 10, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça fait partie des débats que nous avons entre nous. Voilà, ça fait partie des choses. Mais là, on disait on est sur des projets en cours. Ben oui, là, on est vraiment en train d'y travailler. Je me demandais, Marie, comment vous essayez de sortir d'un isolement dont vous avez pu témoigner c'est pour continuer dans la question de l'élargissement du groupe, de trouver des alliés, au fond, d'une certaine manière, et à la fois trouver des alliés, et à la fois faire en sorte qu'on rencontre bien aussi le plus largement possible, le plus de personnes possible, quoi. Mais comment vous réfléchissez pour sortir de cet isolement et de trouver les alliés? Est-ce que, par exemple, les expériences précédentes, comme le disait Sophie, le territoire de l'île Saint-Denis, il y a le 6B, il y a eu l'expérimentation sur l'école, d'une école de l'île Saint-Denis qui avait été fait par l'association ici. Est-ce que vous pensez que, en tout cas, vous allez chercher du côté de ces expériences? Est-ce que peut-être le 6B, est-ce que peut-être les enseignants de cette école peuvent être sans doute pour vous des alliés et des relais et des camarades pour avancer dans cette démarche? Alors ils le sont, mais une équipe pédagogique ne sort pas de son école. Elle ne va pas aller voir l'autre école pour lui dire ce qu'elle propose, c'est super. Ce que la mairie propose, là, ça vaut vraiment le coup. Enfin, ça, déjà, ça n'existe pas. Le 6B, c'est à Saint-Denis, qui est une ville beaucoup plus grande. C'est certes juste en face, et Julien Belair habitait l'île Saint-Denis. Donc, en effet, on le connaît bien. Mais voilà, c'est la petite commune d'en face. Et sortir de l'isolement, ça c'est une question majeure. Il y a 2 questions majeures. Il y a celle-ci et il y a celle de la reprise de pouvoir que vous avez aussi. Enfin, les élus locaux, on se sent pas tellement, je sais pas, ayant le pouvoir.
Mais par contre, la question que les gens reprennent le pouvoir pour assurer le maintien de la démocratie, ça c'est capital. Et donc, il faut en effet sortir de l'isolement, de ce qu'on pense être une bonne méthode pour redonner du pouvoir, pour faire que par capillarité. Donc c'est vrai que pour ça, pour le coup, l'échelle communale est une bonne échelle, surtout à nos échelles de petites communes. Et alors moi, ce que je dis déjà à mes camarades élus, c'est je propose sur la participation citoyenne qu'on passe du dire au faire. Et du coup, je fais la même chose avec les élus, c'est-à-dire que là, on n'a pas de personne en ce moment, puisqu'on est en cours de recrutement. Mais il y a un sujet d'une place de centre-ville qui crée trop de problèmes. Donc, on est allé avec les élus en marge d'un vide-grenier, devant la sortie de l'école qui est sur cette place, rencontrer les gens avec un plan, avec des photos, avec des machins, avec quand même effectivement une méthodologie. Alors que je connais moi par mon travail et parce que je peux parler à tout un tas de gens qui m'aident à faire ça, mais en effet, qui est de dire aux gens, bon, voilà les contraintes, voilà ce qu'elles nous conduisent à faire, et pour le reste, on a besoin de vous. Et donc, c'est effectivement sortir c'est redonner de la parole, mais pas dans un lieu habituel de parole, pas dans une salle où effectivement la parole est quand même souvent confisquée par les mêmes, et puis de toute façon ne rentre dans la salle que toujours à peu près les mêmes. Donc voilà. Et après aussi, on est en train de faire une cartographie des acteurs pour effectivement identifier qui est mon allié, qui pourrait l'être, qui ne l'est manifestement pas du tout, et est-ce que j'en ai absolument besoin, ou est-ce que je peux me permettre de laisser tomber. Et effectivement, ça, on travaille dessus pour accueillir l'agent qui viendra nous soutenir sur ce type de démarche. Sophie, en théorie, oui, en pratique, ça dépend. Donc, j'ai le sentiment que doit toujours se poser la question de la pratique. Lorsqu'on est face à un problème, c'est que c'est sans doute un problème où il manque du terrain. J'ai le sentiment que une difficulté ou un obstacle renvoie toujours à une question du terrain et que c'est peut-être sur le terrain que peut se résoudre l'obstacle. Et je crois que tu as raison de le dire, et c'est une question de posture, tout ça. C'est-à-dire que la permanence architecturale, c'est une posture, et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a différents types de permanences qui sont à l'œuvre. Dans la temporalité de la commande publique, elle arrive peut-être dans des phases très différentes. Il y a des permanences de chantier, il y a des permanences d'élaboration du programme, il y a des permanences d'accompagnement de la maîtrise d'œuvre, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse dans la permanence, c'est quand elle intervient aux côtés de l'élu pour accompagner justement la rédaction d'une commande. Et ce qui est intéressant dans la permanence, effectivement, c'est qu'elle va mélanger études et action. Et là, tout est compliqué pour la commande publique, puisqu'on a du mal à mélanger les budgets d'investissement et de fonctionnement. Donc le combat, il est là aussi. Il est de se dire comment faire naître le projet avant même que le projet soit là et qu'on trouve les budgets d'investissement pour le réaliser concrètement. C'est ça la politique. C'est aussi entendre et faire projet avant même que le projet soit juste la finalité. Et le projet n'est pas le but, comme tu l'as très bien dit au début, c'est le chemin qui est intéressant, c'est le processus, et c'est dans ce processus qu'on crée du récit. Et donc la permanence démarre, que ce soit une permanence de programmation pour accompagner justement les velléités de transformation d'une école en design, etc. Que ce soit une permanence d'études de faisabilité en acte. Aujourd'hui, on a créé ça dans la commande publique quand même. Et on l'a fait sur l'hôtel Pasteur avec la Société publique locale territoire public d'aménagement et la ville de Rennes. Et elle est en train de se faire et d'être mise en œuvre sur un ancien couvent à Roubaix, le couvent des Clarisses, avec un collectif qui s'appelle ZERM et qui a proposé une étude de faisabilité en acte en ouvrant le couvent, en le mettant à l'épreuve des usages de la population, c'est-à-dire qu'effectivement, ce n'est pas une concertation publique qui peut créer des mécontentements dramatiques, c'est bel et bien, on responsabilise le citoyen, on se dit qu'on est tous en train de construire la chose publique sur laquelle on va payer des impôts et chacun a son mot à dire. Et il n'y a pas un expert qui pourrait parler d'un bâti. Tout le monde est expert de sa ville puisque tout le monde est habitant, l'élu, le premier habitant de sa ville. Et comment on retrouve chacun cette posture-là d'ancrage territorial, que ce soit au sein des institutions, des services, comme toi tu le fais Martine, comme vous le faites en disant, voilà,
voilà, au sein même d'une régie municipale, on va accueillir quelqu'un qui sera en posture d'accompagner des velléités de programmation ouverte, d'accompagnement social et citoyen pour porter un projet de commande. C'est ce qu'on a fait sur l'hôtel Pasteur à Rennes à l'époque de l'université foraine, qui a été repris par la SEM et par la ville de Rennes. Et on a réussi à monter une association de gouvernance citoyenne qui assure la gestion d'un équipement public dont le fonctionnement est public. C'est ça qui est royal. C'est la permanence va permettre une redélégation de responsabilité. De la même manière que l'élu va faire confiance à un jeune permanent qui va arriver sur le terrain pour lui dire accompagne-moi dans la fédération d'acteurs, dans la mise à l'épreuve d'un bâtiment par l'usage, dans l'occupation d'un site avant même que j'ai des budgets d'investissement pour provoquer une commande. La permanence va faire naître tout ça. Donc la permanence est un espace de recherche en acte, de recherche-action, puisqu'elle est sur le territoire, mais elle ne fait pas que des études dans son bureau ex nihilo, elle est sur le terrain même où la problématique architecturale, urbaine, design se pose. Et à partir de là, elle va faire naître du chantier, elle va fédérer des acteurs, mais pas autour seulement de réunions publiques, mais plutôt s'intéresser aux autres, à des gens qui ne viennent pas justement, en disant mais il faut valoriser les ressources matérielles et immatérielles d'un territoire qu'on ne voit plus aujourd'hui et qui innovent dans leur coin, que les institutions publiques ne voient plus parce qu'elles sont trop cadrées ou trop fermées pour permettre la permissivité, pour permettre d'accueillir l'innovation sociétale. Et donc la permanence peut jouer ce rôle de tiers acteur qui accompagne pour révéler ce qui n'est plus révélable aujourd'hui de manière classique ou traditionnelle, et surtout les rendre acteurs au sens responsable du projet. Si je vous suis bien, c'est là où on voit que la permanence, c'est cet endroit où va fusionner les financements de fonctionnement et d'investissement. C'est-à-dire le fonctionnement, car c'est un coût de fonctionnement cette permanence, mais c'est un investissement, car c'est ce qui permet au projet d'advenir. Donc c'est à cet endroit-là que se fusionnent investissement et fonctionnement. Mais j'imagine que dans les collectivités, cette idée de faire fusionner financement de fonctionnement et financement d'investissement, c'est complexe, non, Stéphane ? Alors c'est non seulement complexe, mais en plus en termes de droit public, c'est impossible. C'est-à-dire qu'il faut derrière une pensée qui mette en œuvre ce schéma, puisqu'on va avoir un budget de fonctionnement, un budget d'investissement, ça c'est la comptabilité publique qui le veut. Mais par contre, comment on fait précisément pour avoir une réflexion, et là où je rajouterais une difficulté, c'est pas simplement sur la collectivité, parce que la collectivité, s'il y a une volonté politique, comme disait un grand politique, là où il y a une volonté, il y a un chemin, pour revenir sur le chemin. Et par contre, la difficulté ici, c'est qu'on va associer des budgets liés à la ville, le bâti, et des budgets liés à l'éducation nationale, voire des budgets liés au département, la Maison des Solidarités ou d'autres. Nous, très clairement, on voit qu'on va avoir besoin d'un accompagnement en termes de psychiatrie, parce qu'on sait très bien que lorsqu'on a des difficultés sociales, il y a aussi des difficultés psychiatriques accrues. La psychiatrie, c'est pas des choses qui correspondent à des personnes particulières, c'est aussi lié à un environnement social. Il y a une sociopsychiatrie à avoir à l'esprit, et très clairement, sur Thiers, nous avons de grosses difficultés et nous n'avons pas d'accompagnement ou très peu d'accompagnement en ce sens. Donc, on sait très bien qu'on aurait besoin là d'être accompagné. C'est pour la réussite de l'investissement, il faut aussi avoir un accompagnement en termes de fonctionnement, c'est-à-dire de personnes ressources sur ces domaines-là qui serait absolument nécessaire. Et on n'a aucune certitude, voire même plutôt la certitude ou le sentiment inverse que l'on sera accompagné en ce sens. On sait très bien que la psychiatrie en France est le parent pauvre de l'hôpital public, qui est lui-même un parent très pauvre en termes de santé publique. Sophie, vous vouliez réagir ? Ouais, tout de suite, parce que c'est vraiment les questions qu'on se pose aussi à la preuve par 7 et qu'on se pose depuis mon parcours où j'ai fait la première permanence architecturale à Boulogne-sur-Mer sur un site justement avec une population en très très grande précarité. On a réparé les maisons avec des populations en dessus du seuil de pauvreté. Il nous manquait ce lien aux institutions sociales et de santé. Donc très vite à Rennes, on a travaillé avec d'autres unités d'enseignement et l'hôpital psychiatrique sur les notions de santé mentale, où on s'est dit qu'on était encore dans un territoire de la prévention et non de la réparation à Rennes, alors qu'à Boulogne-sur-Mer, on était dans la réparation pure et dure, comme certainement à Thiers, sur ces questions d'enjeux de santé mentale et santé sociale. Et donc on s'est dit tout de suite que ce qu'il fallait faire, c'est effectivement travailler à peut-être s'entourer de chaires et de doctorants et aussi d'universités qui sont en capacité de nous mettre à disposition sur le territoire, parce que quand on parle d'habitabilité de nos territoires, il y a toutes ces questions
questions qui arrivent, que ce soit la question de la vieillesse, de la santé sociale, de la santé mentale, de l'éducation et de l'éducation prioritaire, etc. Donc tous ces sujets-là, santé, éducation, sont des sujets qui, à mon avis, sont des sujets prioritaires dans la fabrique. Quand je dis de la ville, ça comprend le monde rural, c'est effectivement. Et donc on a travaillé avec un psychiatre assez intéressant à Rennes sur ces enjeux-là, qui a travaillé qui est sorti de l'hôpital pour pouvoir soigner différemment dans des endroits qui n'étaient pas des institutions hospitalières. Et aujourd'hui, c'est un enjeu, la santé mentale en France. Mais en tout cas, ce que je voudrais dire, c'est qu'on essaye aussi, à la preuve par 7, d'associer les chaires à nos territoires d'expérimentation. Donc, on a créé une chaire expérimentale au sein de l'école d'architecture de Paris-la-Villette, qu'on va associer à la chaire expérimentale qu'a créée Cynthia Fleury, la chaire humanisme et santé avec le CLAM et philosophie à l'hôpital Sainte-Anne, et qui, elle, va chercher justement des territoires où elle va accompagner des élus et mettre en place des doctorants sur ces sujets de psychiatrie très importants. Donc voilà, je pense que là, il y a un vrai lien à faire avec vous et avec le territoire de Thiers et ses doctorants. Cela fait presque un peu plus d'1 heure que nous discutons. Et si vous en êtes d'accord, nous allons aller ensemble jusqu'à 15h30, si vous en êtes d'accord. Cela vous permet de continuer. Et Martine, au fond, par rapport à ce que vient de dire Sophie, sur le fait que on voit que ces projets mobilisent des enjeux de réflexion, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, si on est sur un territoire qui connaît quelques difficultés sociales, il y a la question sociale qui doit être traitée et la question aussi de l'état psychique des individus qui doit être traitée. Et alors je me demande, Martine, dans votre projet à Bagneux, quelle stratégie développez-vous pour sensibiliser l'éducation nationale, qui manque, pour lui faire entendre qu'au fond, il y a un enjeu pour elle de comprendre quelle pédagogie peut s'inventer dans cette préfiguration par rapport à l'enjeu des lycées, des établissements scolaires en éducation prioritaire. Et de se dire que cette préfiguration, c'est peut-être pas que la préfiguration d'un bâtiment, mais que c'est aussi l'endroit de la réflexion d'une politique publique sur la réflexion sur qu'est-ce que c'est les établissements scolaires en zone dite politique de la ville. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire de l'expérimentation, d'essayer d'amener des jeunes, des enfants à apprendre des choses comme ils n'ont pas l'habitude de faire. Par exemple, on a récupéré 6 vieux Algeco d'un chantier en Seine-Saint-Denis, et avec un collectif de designeuses, on est en train de les réhabiliter, et on a fait un chantier participatif avec des enfants et des jeunes. Et on n'a pas commencé par leur expliquer ce que c'était l'architecture avant de planter une vis ou un clou. On l'a fait directement avec eux, et puis ils nous ont aidés à faire des maquettes. On fait des choses comme ça. Après, on commence à avoir des liens avec des enseignants du territoire, c'est-à-dire de la circonscription de Bagneux. Mais pour le moment, ça s'arrête là. Aujourd'hui, au niveau des Hauts-de-Seine, la maire et la première adjointe qui est en charge de l'éducation ont reçu un peu une fin de non-recevoir quant à la participation à la réflexion à ce stade, parce que le rectorat a l'habitude de commencer à réfléchir au contenu d'un établissement au moment où la région a décidé d'individualiser les crédits de son plan pluriannuel d'investissement, et on n'y est pas. Dans le temps, on n'y est pas. C'est-à-dire que là, vous tentez, au fond, d'embarquer avec vous des enseignants du territoire, ouais, pour faire en sorte que l'éducation nationale se considère mobilisée dans cette expérience. Pour qu'un bout de l'éducation nationale participe. Nous, on a besoin du regard des enseignants. On a besoin de leur réflexion, de leur pratique. Je veux dire, nous, on n'est pas des enseignants, mais on est persuadés qu'il y a trop d'enfants qui sont laissés sur le côté parce que le groupe devant le maître, ça passe plus pour beaucoup.
Et j'ai l'impression que là, la difficulté que vous rencontrez à mobiliser des enseignants dans ce projet rejoint la difficulté de Marie quand elle dit les enseignants ne se parlent pas nécessairement entre eux, non pas à l'intérieur du même établissement, mais d'un établissement à un autre établissement. Et donc comment, par exemple, le personnel de l'école qui a été embarqué dans un projet où il y a eu de la maîtrise d'usage ou de la rénovation avec les architectes d'ici, comment ceux qui ont vécu cette expérience peuvent en faire part, en tout cas là le personnel de cette école, à d'autres écoles. Et là j'ai le sentiment que vous avez une difficulté commune, au fond, entre Bagneux et l'île Saint-Denis. Si je peux me permettre, par exemple, la ville de Bagneux a l'habitude, en chaque début d'année scolaire, de réunir avec l'inspectrice de circonscription l'ensemble des directeurs d'école. Alors, il se fait que si on met maternelle avec primaire, ça fait une vingtaine de directeurs. Hein, c'est une autre ampleur que pour l'île Saint-Denis. Et cette année, cette réunion a eu lieu à l'invitation de la ville, au lycée avant le lycée. Donc, à la fin de la réunion, j'ai pu faire une présentation. Ils ont vu les locaux dans lesquels on était. Il se fait que quand on monte sur le toit du bâtiment, on a une vue panoramique particulièrement exceptionnelle. On les a emmenés. En même temps, une partie de ce que j'ai dit et du débat qu'on pensait avoir derrière a fait flop. Voilà, c'est un peu l'impression que c'était à côté de toutes leurs préoccupations. Donc on est au début. Mais cette idée de réunir tous les directeurs de l'école de la ville au lycée avant le lycée, qu'ils voient au moins ce que nous sommes, où nous sommes et pourquoi on le fait, voilà, c'est un premier pas qu'on a commencé à poser. Marie, peut-être qu'il pourrait y avoir un endroit, je ne sais pas, de cette école avant l'école, peut-être là où l'école va se construire, et qu'il faut peut-être, à partir d'une petite installation qui serait comme l'endroit d'où peut se préfigurer, peut-être que effectivement un échange ou un moment de discussion avec l'ensemble des écoles de l'île Saint-Denis peut être l'occasion là d'un échange. Eh bien, nous, on a invité tous les directeurs d'école et tous les enseignants. Et il y a effectivement que les enseignants de l'école où est intervenu ici qui sont venus. On n'a pas vu les autres. En fait, il s'agit de multiplier les mains tendues. Enfin, moi, je comprends qu'ils sont dans leur école avec leurs immenses difficultés, avec des postes qui manquent, avec pas d'AESH, avec un RASED à moitié. Enfin, voilà, je comprends toutes leurs difficultés. Après, le truc pour moi, c'est comment on fait comprendre que... Enfin, comprendre, c'est un peu méprisant ce que je dis. C'est comment... pour moi, il n'y a qu'en coopérant. Et justement, sans renvoyer les institutions dos à dos. Oui, j'ai plus que 4 ATSEM. Bon, on va me dire ça, en conseil d'école. Oui, mais machin... Enfin, ça, je veux dire, il faut qu'on sorte de ça. On est sur des territoires où il y a tellement de difficultés qu'on ne peut pas du tout se permettre ça. Mais donc, on va continuer. Là, sur une école, il y a un projet, justement, où ici revient, financé par le département, pour un terrain qui est attenant à une cour d'école, avec l'idée d'agrandir la cour sur temps scolaire, avec des parents qui ont un projet de poulailler, et d'ouvrir ce terrain le week-end et les vacances pour que les poules ne meurent pas, notamment. Et puis pour commencer à voir si on peut enfin ouvrir les cours d'école le week-end. Ce que commence à faire Paris, mais avec évidemment des moyens tout à fait différents des nôtres. Et donc, penser poubelle, penser tout ça. Hein, donc, il faut multiplier. Là, évidemment, ce terrain-là, moi, je rêve que d'une chose, c'est que en plus, on n'a que 3 groupes scolaires. C'est vraiment pas beaucoup. Que bien sûr, il y ait des... on va continuer à proposer, à suggérer, à essayer de leur donner envie, de sorte qu'à un moment... on puisse réellement bosser ensemble. J'ai un désir, mais comment ce désir, je le communique à d'autres, et comment, à un moment donné, d'autres s'emparent aussi de la démarche? Alors, je vais répondre par des exemples très précis.
Après, je parlais de la documentation et du centre de ressources qui va effectivement essayer de faire diffuser ce désir. L'action du récit, à mon avis, exprimer nos expériences collectives est importante. À l'hôtel Pasteur à Rennes, on a implanté une école maternelle au-dessus d'un tiers-lieu. Et on a fait en sorte que l'école ne reste pas que l'école, comme le logement ne doit pas rester que le logement, comme le travail ne doit pas rester que le lieu du travail. On a zoné, l'aménageur a zoné, expertisé la ville. Et donc, mais même l'école, le problème de l'école, c'est qu'elle est zonée. Et donc, en dehors des murs de l'école, c'est comme s'il n'y avait pas d'apprentissage, qui est dramatique. Donc, en fait, comment on remet tout ça? Parce que là, vous parlez d'un truc très intéressant, qui est la gestion d'une cour ouverte le week-end. Nous, on s'est battus, on a bataillé à l'hôtel Pasteur pour dire, il y a une école qui va voir le jour après la programmation ouverte qu'on a fait pendant 5 ans et citoyenne. On en a déduit une commande qui était d'inscrire un tiers-lieu au-dessus d'une école maternelle. Et donc, on s'est dit, mais il faut absolument que ce lieu ouvert au grand public au-dessus puisse occuper les écoles, les cours d'école, pardon, le soir et le week-end. Sinon, on a quand même un problème de mutualisation d'espace. Et donc, finalement, on l'a très vite fait. Mais pourquoi? Parce qu'on était en amont, parce qu'on s'est dit l'école, c'est partout, qu'au-dessus, c'était l'école buissonnière, qu'en dessous, c'est l'école, on va dire, institutionnelle, l'éducation nationale, etc. Que derrière, on a travaillé pendant 8 ans avec les services de la ville, mais tous les services, pas que l'éducation. Donc, on a travaillé avec le rectorat, on a travaillé avec l'éducation, avec les ATSEM, avec tout le monde sur ce travail effectivement, en design, en aménagement, sur comment les petits sont venus pendant le chantier, avant le chantier, ils ont transmis leur école à leurs petits frères, puisque les grands frères étaient déjà partis de l'école maternelle, etc. Et les parents allaient dans le tiers-lieu au-dessus, boire le café, voir les expositions, voir d'autres choses, etc. Donc c'est comment on confronte nos programmes en ne les obligeant pas à être segmentés ou sinon juste uniformisés autour ou d'un programme pédagogique ou d'un lieu. Et comment le bâtiment, comment l'éducation, c'est faire lieu, et comment faire lieu, c'est occuper le territoire et se dire qu'à un moment donné, heureusement que la transmission et l'apprentissage dans la ville doit être partout, doit infuser partout. Et aujourd'hui, malheureusement, on a quand même dissocié la tête qui pense, la main qui fait, et on ne sait plus. Il y a un endroit pour théoriser, il y a un endroit pour pratiquer, ce qui est dramatique. Et donc là, ce qu'on essaye de rassocier avec nos méthodologies de projet que la permanence infuse partout, c'est tout ça, c'est les deux. C'est cette notion de recherche-action, cette notion de comment on trouve des territoires d'expérimentation pour faire école et pour apprendre. Et ça se passe partout. Le chantier, la commande publique, pour moi, c'est un véritable levier de réactivation de notre démocratie, mais surtout levier d'enseignement, d'éducation et de formation, de réactivation des savoir-faire dans l'artisanat, dans l'entreprise. On sait qu'on doit créer de nouvelles filières, etc. Donc c'est l'objet, le chantier, la construction collective, commune, repenser nos espaces et nos usages pour se rassembler. Donc on doit être ensemble. Et effectivement, pour répondre vraiment à ta question, Emmanuel, et tu as raison, c'est comment on transmet ça. Effectivement, il faut donner envie. Pour donner envie, la place du récit est importante. Donc c'est pour ça qu'on met en œuvre un centre de ressources qui va être un peu important. Donc à la fois, ça va ressembler à une plateforme, on va dire dématérialisée, qui va donner à voir les expériences par des fiches projets très concrètes sur quel investissement, comment ça s'est fait dans la commande publique, comment on a réussi à expérimenter, que ce soit sur la question de l'école, la réversibilité de nos patrimoines, les tiers-lieux, l'habitat social autrement en centre-bourg, etc., etc., les foncières solidaires. Donc on va essayer de documenter un peu toutes ces expérimentations sur le territoire national, mais aussi de faire le récit par des podcasts, par plein de choses, mais en tout cas de raconter la manière dont ça s'est fait, puisque ça dépend quand même évidemment souvent d'une rencontre et de personnes qui ont envie quand même de faire. C'est le problème, c'est pour ça qu'on ne peut pas uniformiser. C'est pour ça que quand les gens disent on veut notre grand voisin partout, on veut notre hôtel Pasteur, ou on veut le projet du lycée avant le lycée partout, ce n'est pas possible. Les méthodologies sont diffusables, mais pas la reproductibilité de l'objet même. Donc ces méthodologies, on va quand même essayer de les enseigner, de les écrire, de les décrire et de documenter aussi les textes juridiques et les conventions et les modèles économiques qu'on a quand même expérimentés pour éviter de réinventer la roue tous les 3-4 matins. Parce qu'il y a des choses quand même qui ont été inventées. Je prends un exemple très bête en gestion, parce que là on parle de la gestion des cours d'école, votre problème c'est la gestion. Nous, quand on dit qu'on a fait un tiers-lieu autour, c'est le tiers-lieu qui gère l'école, c'est pas l'école qui gère sa cour d'école. Et du coup, on responsabilise la société civile à gérer une école qui est quand même un bien commun. Même si on n'a pas d'enfants, on a, sa sœur qui a des enfants, etc., qui va mettre ses enfants à l'école. Donc tous, on doit se dire que c'est des sujets de bien commun dont on doit retrouver une responsabilisation de gestion collective. Donc pour moi, le gros drame, c'est la gestion. Compléter, par exemple, à Bagneux, la prof par 7 a mis en place un séminaire d'acculturation. Alors, des personnels de BNP avec qui nous travaillons, de la ville, ils n'y sont pas encore, pour mieux faire comprendre justement quels sont ces outils différents qui existent et qui ont été déployés dans différents sites par la prof par 7. Voilà, ça fait partie des outils, par exemple. C'est un séminaire pour que les différents acteurs s'apprivoisent, c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est ça, exactement.
C'est comment on fait sortir l'enseignement, et merci Martine d'avoir complété, c'est comment on fait enseignement partout. En fait, c'est surtout ça. Et c'est-à-dire que l'enseignement partout, ça sort effectivement des universités, du cadre théorique de l'université. Et surtout, on se dit que là, ce qu'on peut faire, c'est une table ronde qui est aussi l'enseignement, qui est de l'entraide entre nous, etc. Et comment on dépasse ça par l'action. C'est-à-dire qu'on fait enseignement, mais en même temps, on est sur le terrain même. Donc BNP vient écouter cette acculturation à ces nouvelles méthodologies de permanence et de programmation ouverte sur le site même du lycée avant le lycée. C'est-à-dire, on fait bouger aussi les opérateurs, les techniciens, les promoteurs privés, etc. Et même l'administration public de son cadre. Il faut aussi que tout le monde retourne sur le terrain, sur le territoire. Il faut prendre la commande publique comme un véritable outil pour remettre à l'œuvre toutes nos problématiques, que ce soit économiques, les questions sur le bâtiment. Il y a quand même une multitude d'acteurs. Quand on construit, il y a une multitude d'acteurs. Ça passe du technicien, du commanditaire, à l'opérateur, à l'aménageur, au bailleur social, à l'architecte, au bureau d'études, techniques, après aux entreprises, aux petits artisans, aux utilisateurs, etc. Donc vous imaginez quand même la chaîne humaine que ça représente, et dans toutes les phases d'expertise, quoi. Donc c'est énorme. Donc c'est un magnifique objet qu'on a peut-être trop administré, expertisé, normé, mais qui pourrait nous permettre, si on arrivait à lui donner un cadre plus souple. En fait, il faut l'assouplir. Moi, je ne crois pas qu'avec la preuve par 7, on ne sait pas si on va réussir à... Le but n'est pas de définir une nouvelle politique publique en matière d'urbanisme et d'architecture. Je pense que c'est trop complexe. Mais à partir de ces expériences, de donner envie et de dire c'est possible de faire, de peut-être valoriser un peu plus les maires qui prennent des risques justement sur leur territoire et dans les petites collectivités pour dire là, on y arrive quand même parce qu'il y a une rencontre d'acteurs, mais au moins donner envie et le porter haut. Et la commande peut être un outil pour ça. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour l'éducation nationale, la construction d'un nouvel établissement scolaire, ce n'est jamais que la construction d'un nouvel établissement scolaire. C'est aussi l'occasion de mettre en recherche et en chantier un certain nombre de problématiques auxquelles ils sont confrontés. Un projet doit être une œuvre collective, comme on a construit depuis des millénaires et qu'on a oublié de construire de cette façon-là, parce qu'on a standardisé, uniformisé la production du logement, du bâtiment, et puis zoné les choses. Donc si on considère que la commande publique est l'endroit où on peut mettre en travail différemment les questions auxquelles on est habituellement confronté, c'est inviter l'ensemble des acteurs à sortir du rapport à eux-mêmes dans les questions auxquelles ils sont confrontés. C'est-à-dire, c'est comme si pour l'éducation nationale, elle se disait, bon, ça fait X années qu'on traîne un certain nombre de questions, et peut-être qu'à l'occasion de cette commande publique, ces questions, on va les confronter avec d'autres, et ça va nous amener à avoir des réponses différentes. Et à faire un pas de côté, du coup, dans sa posture et dans son travail. C'est surtout le pas de côté qui est important. Et le pas de côté, il se fait que sur le territoire même du projet. Donc, c'est trouver des terrains d'expérimentation et d'expertise pour que tous ensemble, on fasse nos pas de côté. Quand on a fait l'hôtel Pasteur, ça a été un pas de côté pour l'administration publique, pour la fonction publique, pour tous les services de la ville qui ont travaillé avec nous et qui ont d'ailleurs mis dans le programme de l'hôtel Pasteur un EduLab géré en régie par la ville, parce qu'ils se sont dit, en régie, à côté d'une association citoyenne et collégiale, c'est comme ça qu'on va faire bouger les lignes de l'administration publique. Martine, je crois que vous souhaitiez réagir, non? Je vous ai cru voir les dernières réactions avant de devoir... Ce qui est très visible, en tout cas en ce moment sur Bagneux, c'est qu'en fait, les rigidités publiques nous ont conduit à rechercher des partenariats privés, notamment financiers, et que c'est pour le moment ces apports financiers divers, privés, qu'ils soient de fondations ou Paris Habitat, par exemple, fonctionne avec nous. Enfin, il y a différents apports. Et qui dépasse un peu la question des fonds publics. C'est pour ça que tout à l'heure, quand on disait la permanence est le lieu de croisement du budget de fonctionnement d'investissement, par exemple, nous, ça correspond à rien du tout, puisque c'est la région qui doit construire le lycée. Mais il y a des contradictions. Et moi, je plaide pour qu'on travaille ces contradictions. La région Île-de-France, qui pour le moment nous dit la seule chose sur laquelle on s'engage, c'est qu'on veut répondre à la pression démographique de proximité d'accueillir les futurs lycéens, en même temps, dans sa dimension urbanisme transitoire, va financer un bâtiment éphémère qu'on va construire sur le terrain du lycée et qui va abriter la permanence du lycée avant le lycée. Voilà, c'est une contradiction à la région. Il faut qu'on la travaille. C'est une porte d'entrée. Moi, je trouve que l'éducation nationale, pour le moment, nous, on a un peu de mal. En même temps,
le ministère a accueilli travaux d'école. Monsieur Swalmy est là avec nous aujourd'hui. Moi, je me dis, voilà, il y a des contradictions un peu partout. Il y a des volontés qui se cherchent. Faut qu'on prenne le chemin. Sophie ? Oui, je ne sais pas si c'est des contradictions. Je voulais juste revenir sur un truc. Quand je fais exprès de dire on fusionne budget, investissement et fonctionnement, on ne le fait pas vraiment parce qu'on n'y arrive pas. Mais c'est pour faire comprendre que le fonctionnement de la permanence est un investissement pour la suite puisqu'elle fait naître le projet avant même que le projet soit là. Ce que vous arrivez à faire en construisant ce fameux tiers-lieu des savoirs qui va préfigurer l'arrivée d'un lycée. Donc ça, c'est fantastique. Mais c'est comment ça on arrive à le faire, que ce soit opérateur privé ou public. Après, le sujet de la commande publique, c'est pas forcément que les fonds publics. Quand on réussit à faire à Pasteur un partenariat public-privé people, c'est-à-dire particulier, le privé, c'est aussi le particulier. Ce n'est pas que les privés mécénats et fondations qui ont de l'argent. C'est aussi comment le particulier, c'est-à-dire nous, société civile, on redevient ce privé particulier qui est en capacité d'accompagner la gestion d'équipements publics ou l'accompagnement de l'ouverture d'une école les week-ends, par exemple. Et ça, c'est important. Et nous, on l'a inscrit dans une convention. La ville de Rennes fait confiance aux particuliers. Donc le privé, c'est aussi, pas forcément du finance. Nous, on l'a valorisé par la part d'économie contributive, mais le privé, c'est le particulier, c'est nous tous. Il est l'heure de conclure, mais la conclusion, je vais la confier à Ariane Epstein et Sidi Swalmy qui étaient là en ouverture et ils ont écouté l'émission, ils ont pris plein de notes et donc c'est eux qui vont conclure cette émission, ils vont nous dire ce qu'ils auront entendu et quelle forme d'enseignement ils en tirent. Alors s'ils veulent bien nous rejoindre, Ariane Epstein, je rappelle, qui représente là la direction interministérielle de la transformation publique et Sidi Swalmy qui représente là, qui a été l'oreille, disons, de l'éducation nationale, dont il a été beaucoup question lors de cette discussion. Donc, bonjour à vous. Merci Emmanuel. Alors merci Sophie Ricard, merci Stéphane Rodier, merci Marie Anquès, merci Martine Marchand-Prochasson. J'espère que j'ai écorché aucun nom. Merci pour votre énergie, votre passion, votre engagement dans le débat. C'était tout à fait passionnant de vous écouter. Moi, je vais faire rapide et juste dans tout ce que vous avez dit. La première chose que j'ai entendue et retenue, c'est Marie avec intensité nous a parlé du rocher, d'abord du caillou dans la chaussure ou sous les pieds, puis du rocher au milieu du chemin qui nécessitait de la dynamite. Si je résume, c'est que on entend que ces démarches sont pas simples, que ces démarches de co-construction que vous menez restent pionnières et qui ont besoin d'être outillées. Et alors j'ai entendu aussi dans les outils qui ont été cités et débattus avec beaucoup d'énergie. Pour moi, il y a 3 catégories qui se distinguent. Il y a le faire. Et dans le faire, on a entendu parler d'expérimentation, de prise de risque, de permanence, de terrain, de confrontation, d'oser l'hybridation. Le faire est très important. Le faire, c'est l'expérience locale. Dans le faire, il y a vraiment... cette force qui met localement une prise de risque et que cette prise de risque dans le faire va servir à tout le monde. Et comment elle va servir à tout le monde? Pour moi, c'est le deuxième, c'est la notion de passer. D'être des passeurs, c'est-à-dire que on a fait et on passe. Passer, c'est la mise en récit qui a été dit de nombreuses fois, c'est la notion de faire exemple. Et la force de l'exemple, il y a quelque chose qui a été dit, c'est faire jurisprudence. Et c'est là que nous, notre mission aussi intervient. On est aussi réunis aujourd'hui pour cela. C'est que ce faire exemple et ce récit et les podcasts qu'on va faire permettent ensuite de transmettre ce qui a été fait. Et le troisième, c'est la théorie. C'est-à-dire que voilà, on a fait, on a passé, et ensuite on théorise par des chaires, par de l'enseignement. Et en fait, tout à l'heure, il a été dit, l'équipe pédagogique, elle ne sort pas de l'école pour aller voir ce que fait l'équipe d'à côté, et c'est pas pour du tout jeter la pierre là-dessus, mais c'est justement à nous de prendre le relais, et dans la notion de passeur et de théorie, outiller tout le monde pour pouvoir s'appuyer sur ce qui a été fait, pour continuer et refaire ailleurs. Et nous, c'est vraiment ces 3 couches qu'on va porter, et ça définit la mission que nous, on a en creux de tout ce qui a été dit. Notre mission à la DITP, c'est de comment on fait aujourd'hui pour trouver ensemble les moyens d'accompagner, de démocratiser, généraliser ces démarches, pour que cette prise d'initiative locale qui vous ont fait déminer des choses à des endroits permette vraiment de ce qui est de l'innovation
uniques à un endroit deviennent la norme ensuite pour tout le monde. Sidi Swalmi. Alors pour reprendre finalement les deux termes de cet après-midi, design et commande publique, et repartir aussi de ce qui a été dit par les intervenants de tout à l'heure, que je remercie également. J'ai commencé en introduction à évoquer la complexité, et effectivement la commande publique, c'est compliqué. On l'a vu cet après-midi, il y a des questions de budget, on n'a pas parlé des codes de la commande publique, on n'a pas parlé, il y a des implications, des contraintes dans le code de l'urbanisme, dans le code de la construction et de l'habitat, évidemment, le code de l'environnement. Donc c'est compliqué. Et donc on a sans doute eu tendance, parce que c'était compliqué, à découper le sujet de la commande publique avec des temps de réflexion sur les besoins, les usages, et ce qu'on appelle la programmation, puis un temps consacré exclusivement à la conception, comme ça a été dit également tout à l'heure, et un temps de réalisation, et puis derrière un temps de gestion. Donc on a découpé les choses dans cet ordre-là, avec ce séquencement, qui aujourd'hui est assez bousculé par les démarches qu'on a vues cet après-midi, qui consiste à faire intervenir celui qui va s'occuper de la gestion dès la phase d'identification des besoins. Et donc pour les gens qui nous écoutent et qui ont leur propre projet, vraiment la première initiative que j'invite à tester, à réaliser, c'est de travailler vraiment sur cette étape de l'expression du besoin, l'identification de besoin. Si déjà, à ce stade de l'identification des besoins, vous faites ce travail de décloisonnement, de croisement des regards, de partage des contraintes par l'ensemble des acteurs, eh bien déjà, vous avez vraiment beaucoup de chances, vous maximisez les chances de réussite dans votre projet. On a vu des démarches beaucoup plus ambitieuses, à travers notamment les permanences que vous avez évoquées, qui sont des locomotives utiles parce qu'elles éclairent et elles permettent d'entraîner et d'accentuer ce mouvement-là. Mais voilà, je pense que cette première étape, elle est largement faisable. On peut... Enfin, souvent, alors c'est un métier que je connais bien, parce que je l'ai exercé 15 ans, la commande publique et la maîtrise d'ouvrage public. On peut penser qu'il y a un risque parce que on va moins maîtriser les choses, parce qu'on va revenir sur de l'expertise, parce que on peut décevoir aussi les gens qu'on associe. Mais le risque d'investir lourdement pour avoir au final un objet, un bâtiment, qui ne répond pas aux attentes est aussi important et aussi à intégrer à la réflexion dès le lancement des projets. Donc voilà, cette phase de définition des besoins et l'approche du design et de l'association, de la mobilisation d'usagers, de l'expérimentation peut vraiment, à mon sens, maximiser les chances de réussite. Donc voilà, finalement, pour construire mieux, il faut accepter de décloisonner. Merci beaucoup. Merci Sidi Swalmi. Merci Ariane Epstein pour cette émission. Merci à ce mois de l'innovation publique d'avoir permis aussi cette visibilité de l'exposition Travaux d'école quand l'expérimentation et la participation transforment l'école. Et merci aussi aux équipes d'acteurs publics pour la réalisation de cette émission. À très bientôt. Merci.